Alors, maintenant que j'ai expliqué comment est-ce que les trois lemmes que j'ai écrits là-haut, A, B et C, permettent de démontrer le théorème dans le cas où la courbe est compacte, bah, on va montrer les lemmes A, B et C et vérifier que tout va bien. Donc, on va commencer avec la preuve de A. Et l'idée de la preuve, en fait, n'est pas très compliquée. C'est, vous voulez vérifier que la longueur de la courbe, c'est, à une erreur près, la longueur de son approximation par quelque chose qui est affine par morceau. Donc si vous regardez ce qui se passe sur un petit segment, bah, vous allez avoir le point de paramètre i-1 sur 2 puissance k fois L, le point de paramètre gamma i sur 2 puissance k fois L. Là, vous avez le segment SKI, et vous voulez dire que la longueur du segment, c'est en gros la longueur de ce bout de courbe-là. Et ensuite, bah, vous allez sommer, et puis ça vous donnera que la longueur totale de chacun des deux sera en gros la même. Et l'idée, c'est que bah, si vous êtes à petite échelle, vu que gamma prime est continu, bah, gamma prime est essentiellement constant. Donc, ce bout de courbe-là, en fait, c'est essentiellement un bout de segment. Donc, vous avez un segment, quelque chose qui va être très proche d'un segment au sens où sa direction va être essentiellement constante. Et du coup, bah, ils vont avoir des longueurs très proches. Donc, c'est juste ça l'idée. Et puis ensuite, on somme et on vérifie que tout se passe bien. Alors, le premier truc à dire, c'est que bah, gamma prime, elle est continue sur i que j'ai supposé compact. Donc, elle est uniformément continue. OK. Et ben maintenant, si je prends un epsilon positif, il va exister un état positif tel que bah, x moins y. Alors, ouais, je veux que ce soit des paramètres, donc on va plutôt prendre t et s. T moins s plus petit que état. Ça implique que la distance entre gamma t et gamma s est plus petite que epsilon. Et pourquoi est-ce que je prends de l'uniforme continuité? C'est parce que je veux que l'erreur que je fais soit uniforme en le choix du segment. Sinon, quand je vais les sommer, les erreurs, ça risque de mal se passer. C'est pour ça que j'ai besoin d'uniforme continuité et pas juste de continuité. Ok. Donc je vais prendre k dans n tel que L sur 2 puissance k soit plus petit que état. Comme ça, bah, en gros, je vais avoir ça entre tous les points dans mon petit intervalle. Et à partir de là, les choses se passent bien. Donc pour tout i entre 1 et 2 puissance k, vous allez pouvoir écrire la chose suivante, c'est que vous allez regarder, donc vous voulez comparer la longueur du segment, mais la longueur du segment, ça va être la longueur du vecteur gamma de i sur 2 puissance k fois L moins gamma de i moins 1 sur 2 puissance k fois L, et vous voulez comparer la longueur de ce vecteur avec la longueur de la courbe. Et la longueur de la courbe, c'est l'intégrale de gamma prime, mais j'ai dit que gamma prime, il est en gros constant. Donc je vais commencer par comparer ça avec gamma prime en un point que j'ai choisi au hasard, et je vais le choisir comme le point de fin de mon segment. Et sauf que je sais qu'entre ces deux points-là, le long de la courbe, j'ai parcouru qu'une distance qui est L sur 2 puissance k, donc vu que ça c'est un vecteur unitaire, je normalise. Et je vais regarder ce que c'est que cette chose-là, et je vais aussi effacer la barre centrale, parce que sinon mon calcul va être pénible. Ça, je prétends que de ce côté-là, je peux utiliser mon théorème fondamental de l'analyse pour dire que ça, c'est l'intégrale de gamma prime de t dt entre il sur enfin, i-1 L sur 2 puissance k et i sur 2 puissance k fois L. Mais vu que la longueur de cet intervalle-là, c'est exactement le facteur que j'ai mis là, en fait, je peux faire ça. Ok. Et maintenant, je vais montrer que ces deux trucs, enfin, que ce vecteur-là et ce vecteur-là sont proches. Donc, je regarde en norme ce que ça fait. C'est la norme de ça.
Et ça, c'est plus petit que mon intégrale de gamma prime moins gamma prime IL sur 2 puissance K en norme T. Mais mon hypothèse sur K me dit que bah, ça, c'est plus petit que epsilon. Et je suis sur un intervalle de longueur L sur 2K, donc ça, c'est plus petit que L fois epsilon sur 2 puissance K. OK. Et maintenant, j'ai deux vecteurs qui sont proches. Et si deux vecteurs sont proches, bah, il va en être de même de leur norme. Donc ça, c'est donné, si vous voulez, formellement par l'inégalité triangulaire inverse. Et donc ça vous dit que si vous regardez l'écart entre gamma I sur 2K fois L et gamma I moins 1 L sur 2 puissance K et L sur 2 puissance K, donc ok, fois gamma prime, ok, avec une barre, ça c'est aussi plus petit que L epsilon sur 2 puissance K. Okay. Et sauf que ici, ce que vous avez, bah, ça c'est la longueur de. Ok, ça c'est la longueur du segment. Donc c'est ce que j'ai noté LKI. Et j'ai supposé que ma courbe était paramétrée par longueur d'arc. Donc ça c'est 1. Et donc ça vous dit que LKI moins L sur 2 puissance K, c'est plus petit que L epsilon sur 2 puissance K. Et donc j'ai bien mesuré l'écart entre L sur 2 puissance K, qui est la longueur de l'arc entre mes deux points, et la longueur du segment, qui est juste le segment qui joint les deux points. Et le fait que j'ai mon epsilon là qui ne dépende pas de I, ça fait que je peux sommer. Et donc si je regarde LK moins L, ça va être la somme pour I allant de 1 à 2 puissance K de LKI moins I sur 2 puissance K moins L sur 2 puissance K, pardon. C'est ça. Pardon, je vais écrire comme ça. Vous faites votre inégalité triangulaire, ça c'est plus petit que la somme pour I allant de 1 à 2 puissance K de LKI moins L sur 2 puissance K. Et ça c'est plus petit que L epsilon fois la somme pour I allant de 1 à 2 puissance K de 1 sur 2 puissance K. Et ça c'est L epsilon. Et donc, quand vous faites epsilon tend vers 0, vous avez bien ce que vous voulez. Donc ce que j'ai bien fait, c'est j'ai fixé epsilon, epsilon me donne eta, eta me donne un K suffisamment grand à partir duquel tout ça va être vrai. Et donc, pour tout K assez grand, vous avez bien que LK moins L est plus petit en valeur absolue que L fois epsilon, et ça prouve votre lemma. Parce que epsilon à la base était quelconque. Ok, donc ça c'est la preuve du lemma A. Check. Pour l'instant, je vais laisser le tableau du haut là-haut, vu qu'il y a les énoncés des lemmes que je veux montrer. Et maintenant, on va faire la preuve du lemme B. Alors, du coup, le lemme B, c'est je me prends un certain hyperplan affine, donc cette fois l'hyperplan affine il est fixé,
Et je suppose qu'il vérifie mes conditions 1 et 2, et je veux montrer que la suite des intersections avec les approximations affines, ça va converger vers le nombre de points d'intersection avec la courbe de départ. Alors, première chose à remarquer, c'est que si je me prends un couple KL, bah alors les extrémités de SKL n'appartiennent pas à H. Donc ok, je vais fixer un hyperplan une fois pour toutes. Donc, vérifiant 1 et 2. Il est fixé. Et maintenant, je travaille avec ça. En particulier, si vous regardez le cardinal de l'intersection entre votre segment SKL et H, ça peut être soit 0, soit 1, mais pas plus. Parce que si vous avez deux points du segment qui sont dans l'hyperplan, bah alors toute la droite qu'ils engendrent est dans l'hyperplan, et donc les extrémités aussi en particulier. Mais ça, c'est interdit par l'hypothèse 1. Ok ? Et maintenant, la première chose que je vais montrer, c'est que la suite CK inter H, le cardinal de ça, c'est croissant. Donc, première étape, montrer la croissance. Ok ? Alors, essentiellement, vous avez deux situations. K1, c'est que les extrémités de SKL sont dans la même composante de Rn privé de H. Donc le dessin c'est le suivant, vous avez H et vous avez les deux extrémités qui sont ici, avec votre courbe qui fait un peu ce qu'elle veut, peut-être elle va rencontrer l'hyperplan, on s'en fiche, mais vous avez ça. Et dans ce cas-là, le cardinal de SKL inter H, ça c'est 0. Et en particulier, bah, ça c'est plus petit que le cardinal de SK plus 1. Pourquoi je mets L? C'est SKI, pardon, si je veux garder mes notations. Parce que L c'est la longueur et on va s'embrouiller sinon. Donc pardon, depuis un tableau, tous les L doivent être des I. Voilà. Donc là, je vais avoir 2i inter H plus le cardinal de SK plus 1, 2i moins 1 inter H. Et donc, si là, vous avez SKI, les deux segments que j'ai écrits là, bah, c'est les deux segments qui raffinent ça à l'étape d'après, d'accord? Donc c'est... Où est-ce que j'ai mon écran? Hop. Donc je compare avec le nombre de points d'intersection avec cette chose-là. Mais en tout cas, vous avez cette inégalité parce que juste ça, c'est 0. Et le cas numéro 2, c'est si les extrémités sont dans des composantes différentes. Donc même dessin, vous avez toujours H, sauf que les extrémités de votre segment, ils sont là. Okay. Puis la courbe a fait un peu ce qu'elle veut. Hein. Mais en tout cas, vous avez ça. Et bon, bah, dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, n'importe quel chemin continu qui va relier ces deux points-là, il va intersecter H, et ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, tout chemin C0 qui va de gamma i-1 sur 2 puissance k L à gamma i sur 2 puissance k L intersecte
h. Donc ça, vous pouvez vous ramener au théorème des valeurs intermédiaires pour montrer ça, quitte à scalariser par θ orthogonal, par exemple. Par θ, pardon. Et donc ça vous dit que le cardinal de SKI inter H, bah, ça c'est 1. Ok, bon, c'est pas forcément transcendant. Mais par contre, ce que ça vous dit, c'est que vous avez un autre chemin continu qui joint ces deux points. Bah, c'est le raffinement où j'ai mis un point au milieu. Et donc, bah, c'est aussi le cas du chemin S K plus 1 2i moins 1 union S K plus 1 2i. Et donc, bah, ce chemin-là va avoir aussi au moins un point d'intersection. Donc, K plus 1, 2i moins 1, inter H plus le cardinal de S K plus 1, 2i inter H. Ça, c'est plus grand que 1, qui est l'intersection entre SKI et H. Ok. Bah maintenant, si je somme sur I de part et d'autre, d'un côté, je vais trouver le nombre de points d'intersection entre CK et H, et de l'autre côté, entre CK plus 1 et H. Donc, si vous regardez le nombre de points d'intersection entre CK et H, ça, vous l'écrivez comme la somme pour I allant de 1 à 2 puissance K du nombre de points d'intersection entre SKI et H. Mais ça, je peux l'écrire comme étant plus petit que la somme pour I allant de 1 à 2 puissance K de la somme des cardinaux des intersections entre SK plus 1, 2i moins 1 et H, et SK plus 1, 2i et H. Et ça, c'est le cardinal de l'intersection entre CK plus 1 et H. Et donc ça vous dit que la suite cardinale de l'intersection entre CK et H, c'est une fonction croissante de K. Et pour ça, en fait, j'ai utilisé que la condition 1 dans le LEMB. Je n'ai pas du tout touché à la condition 2 pour l'instant. Là où la condition 2 arrive, c'est pour le cas suivant. Donc, j'ai dit que le cardinal de l'intersection entre H et ma courbe gamma i était fini. Donc, on va faire ça. Donc, si vous regardez le cardinal de gamma moins 1 de H, est infini. Donc ça, c'est par l'absurde. Bah, par compacité, cet ensemble, il va avoir un point d'accumulation. Donc par compacité, il existe un T dans gamma moins 1 de H qui est inclus dans I, et une suite TJ de points de gamma moins 1 de H, mais privé de T, donc je veux qu'ils soient tous distincts, enfin surtout distincts de la limite, tel que TJ tend vers T. Ok. Mais alors, si vous regardez gamma en T moins gamma en TJ sur T moins TJ, là vous avez deux points qui sont dans H, et donc leur différence est dans H flèche pour tout J. Si vous passez à la limite sur J, là vous tendez vers la dérivée. Et
Donc, en faisant tangent vers l'infini, vous avez gamma prime de t qui est dans h flèche, et ça contredit l'hypothèse 2. C'est lisible ce qui est sur le côté ou... Bon, si personne proteste, on va dire que oui. Faut apprendre à protester quand vous comprenez pas. Donc, ok. Ok. Donc, ça vous dit que le nombre de points d'intersection entre mon hyperplan qui vérifie, là en l'occurrence juste la condition 2, et ma courbe, c'est fini. Je vais même l'écrire carrément côté paramétrage, ce sera plus clair pour la suite. Est fini. Et non seulement il est fini, mais en fait, vu que j'ai supposé que les extrémités de mes segments étaient jamais dans H, ça veut dire que 0 et L, qui sont les points extrémaux de I, sont pas non plus dans cet ensemble-là. Et donc je vais noter TJ, maintenant les points de l'intersection, qui sont en nombre fini. Donc, ok. Donc ce que j'ai dit, c'est juste ma courbe, elle intersecte H en un nombre fini de points. Et du coup, la situation va être très simple, parce que ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre de points d'intersection. Là, j'en ai fait 3. Donc vous avez T1, T2, T3. Je peux les ordonner, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si mon paramètre K est suffisamment grand, forcément, ces points ils vont être à distance plus que 1 sur 2 puissance K. Ce qui veut dire que je vais avoir des points d'intersection, enfin, je vais avoir des points dans mon interpolation de la courbe par des affines par morceau qui vont tomber dans chacun des intervalles entre les deux. Et en plus, vu que je ne peux pas avoir de conditions de tangence, la courbe elle traverse franchement à chaque fois. Donc la situation dans laquelle vous êtes, c'est que entre TJ et TJ plus 1, votre courbe reste franchement d'un côté de l'hyperplan, ensuite à travers, elle reste franchement de l'autre côté de l'hyperplan jusqu'au paramètre d'après, et ainsi de suite. Okay. Et donc ça vous dit que les choses ne peuvent pas mal se passer, essentiellement. Ok. Et donc, on va écrire ça sous la forme suivante, c'est que pour tout cas assez grand, chaque intervalle I-1 sur 2 puissance K, L, I sur 2 puissance K, L, ça contient au plus l'un des TJ. Ça c'est simplement parce que je regarde le minimum de la distance entre deux des points, je prends K suffisamment grand et voilà. Je vais mettre un peu de couleur ici. Donc vous regardez les points de votre interpolation, ça fait quelque chose comme ça. Et maintenant ce que je prétends, c'est que essentiellement, pour un cas comme ça, mon interpolation est assez fine pour que je trouve toutes les intersections à partir de l'approximation affine par morceau. C'est-à-dire que j'ai mieux que ça, c'est que de plus, alors comment j'avais formulé ça? C'est que le cardinal de SKI inter H c'est égal à 1. Ça c'est si et seulement si I-1 sur 2 puissance K L IL sur 2 puissance K contient l'un des TJ.
Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que ici, vous avez T1 qui est entre mes deux points de paramètres, donc ici, le segment va bien intersecter la courbe. Après, ce n'est pas le cas. Ici, ça va bien se passer, etc. Et par contre, si vous n'avez pas de TJ entre ces deux choses-là, bah, ça veut dire que quand vous regardez leurs images, ça va être deux points de la courbe qui sont du même côté de l'hyperplan, et en particulier par convexité, quand vous les rejoignez, le segment ne va pas intersecter la courbe. Et donc, bah, si vous regardez le nombre de points d'intersection entre CK et H, ça c'est la somme sur I du nombre de points d'intersection entre SKI et H. Mais vu que ça c'est 0 ou 1 et c'est 1 si et seulement si ça contient l'un des TJ, bah, ça c'est M. Et M, bah, c'est le nombre de points d'intersection entre H et la courbe. Et donc en fait, on a mieux que le fait que le cardinal de CK inter H converge vers le cardinal de gamma I inter H, c'est qu'on a que la suite elle est stationnaire. Mais bien sûr, le rang à partir duquel c'est stationnaire dépend de l'hyperplan que vous choisissez. Donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était CK inter H. Ça converge vers le cardinal de gamma I inter H, quand K tend vers plus l'infini. Et ça vous prouve le lemme B. Ok. Pour prouver... Ok. Il y a des questions jusqu'à présent là-dessus? Non? Ok, bon. De toute façon, l'idée, c'est juste de dire que si jamais vous avez qu'un nombre fini de points d'intersection, votre courbe et l'hyperplan, bah, au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment raffiné l'ensemble d'interpolations, bah, votre ensemble d'interpolations suffit à reconstruire complètement l'intersection avec l'hyperplan. C'est ça l'idée. Ok. Et pour prouver le LEMC, en fait, je vais avoir besoin d'un lemme intermédiaire que je vais énoncer maintenant. Et c'est un cas très particulier d'un résultat qu'on appelle le théorème de Sard, qui est un résultat assez général en géométrie différentielle. Mais là, ce truc-là, c'est juste pour des fonctions de R dans R. Et c'est tout à fait prouvable niveau L1, L2, il n'y a pas de problème. Donc, je vais énoncer ça. Hop. Donc, si je prends f, qui est une fonction au hasard de l'intervalle 0L dans R, de classe C1, et j'ai besoin que de ça, alors, ce que je vais regarder, c'est l'ensemble des valeurs critiques de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble des points de la forme f de x, où x est dans 0L, et f' de x égale 0. Donc si vous regardez les x où la dérivée s'annule, c'est les points critiques, et l'ensemble des valeurs critiques, c'est l'image de ça par f. Et le théorème, c'est de dire que la mesure de Lebesgue de cet ensemble, ça c'est 0. Voilà. Alors, vu l'heure qu'il est, je ne vais pas prouver ce lemme-là. Si j'ai du temps à la fin, on pourra éventuellement revenir sur sa démonstration. C'est vraiment quelque chose qui se fait de façon élémentaire, donc vous pouvez tout à fait le prouver. Et je vais expliquer comment est-ce que ce lemme de Sard permet de démontrer le lemme C, à savoir que mes conditions sont vérifiées presque sûrement. Enfin, presque partout, c'est pas une mesure de proba. Donc, ok. Alors, la première chose à dire, c'est que dans ce lemme, je montrais que presque partout, un certain nombre de conditions sont vérifiées. Et ça, c'est la même chose que de prouver que la mesure de l'ensemble où l'une des conditions n'est pas vérifiée, c'est 0. Parce que j'ai qu'un ensemble dénombrable de conditions dans le 1 et puis une seule condition dans le 2.
Donc j'aurais bien qu'un ensemble dénombrable de conditions, et on a gagné. Donc, il suffit de montrer que, d'une part, pour tout K et I, la mesure des H dans la grassmannienne telle que gamma de IL sur 2 puissance K appartient à H, ça c'est 0. Et d'autre part, que la mesure de l'ensemble des H dans la grassmannienne tel que H est tangent à gamma I, ça c'est également 0. Et ensuite vous faites votre réunion dénombrable d'ensemble de mesures nulles. Ça vous fait un sympathique ensemble de mesures nulles. Et donc le complémentaire, qui est ce qu'on veut, va être de mesures pleines. Okay. Ok, et donc on va faire le premier cas. Donc je prends K dans N et I entre 0 et 2 puissance K. Et alors ce que je dis, c'est que si je prends un paramètre alpha θ dans R croix Sn-1, que je vous rappelle, c'est ce qui paramètre ma grassmannienne, bah, le fait que gamma de I sur 2 puissance K, L, ça appartienne à cet hyperplan H alpha θ, qui je vous rappelle, ça c'est alpha θ plus θ perp, et bah ça c'est la même chose que de dire que gamma IL sur 2 puissance K moins alpha θ, produit scalaire avec θ c'est 0. Et ça c'est la même chose que de dire que gamma de I fois L sur 2 puissance K scalaire θ, c'est égal à alpha. Okay. Et donc, maintenant, si vous regardez la mesure de ça, enfin la mesure des alpha θ qui vont vérifier cette condition, donc la mesure des alpha θ dans tel que, bah du coup, cette condition soit vérifiée. Ça, c'est l'intégrale sur la sphère par rapport à θ, de l'intégrale par rapport à d alpha qui vérifie la condition alpha, ça doit être gamma IL sur 2 puissance K scalaire θ. Donc vous êtes en train de regarder la mesure de Lebesgue d'un singleton. Ok, ça c'est nul. Et ça donc c'est nul. Voilà. Bon, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est simplement que l'ensemble des points qui vont vérifier cette condition, bah, vous pouvez le grapher, c'est-à-dire si vous fixez l'angle θ, vous avez un seul alpha qui va marcher. Donc en fait, vous êtes en train de regarder la mesure dans R croix Sn-1 de quelque chose qui est un graphe au-dessus de la sphère. Donc vous êtes en train de regarder un graphe dans un espace produit, et ça, pour les mesures uniformes, c'est deux mesures nulles. Ok. Donc ça traite la première partie.
pour KI fixé, on a bien vérifié que la mesure de l'ensemble des hyperplans où gamma de IL sur 2 puissance k appartient à l'hyperplan, c'est 0. Et maintenant, il reste à vérifier ce qui se passe au niveau des conditions de tangence. Et donc pareil, il va falloir réexprimer ce que veut dire cette condition. Donc je vais introduire une fonction intermédiaire. Pour θ dans la sphère, je vais noter fθ. Ça va être l'application qui à t associe le produit scalaire de gamma t avec θ. Ok. Très bien. Bon, et cette fonction, elle est C1. Et f'θ, ça c'est la fonction qui à t va associer la dérivée de cette chose, et ça va être juste gamma prime de t fois θ. Vous faites votre petite règle de la chaîne, c'est ça qui va sortir. Ok. Maintenant, si je me donne alpha θ dans la grassmannienne, qu'est-ce que ça veut dire que H est tangent en gamma t à la courbe gamma i? Ok, je vais aussi fixer t ici. Ça veut dire, par définition, que gamma t est dans H et que gamma prime de t est dans H flèche. Je peux réexprimer ça en disant que donc gamma t dans H, en fait, par exactement le calcul qu'on a fait là, ça veut dire que gamma t scalaire θ, c'est égal à alpha. Et le fait que gamma prime soit dans H flèche, H flèche c'est l'orthogonale de θ, donc c'est dire que gamma prime de t scalaire θ égale 0. Et ça, c'est exactement dire que fθ de t, c'est égal à alpha, et fθ prime de t est égal à 0. Et maintenant, je vais me servir de ça. Si je regarde la mesure de l'ensemble des hyperplans tels que H est tangent à la courbe, ça veut dire qu'il y a un certain paramètre t où le point va être tangent à la courbe. Donc ça, c'est la mesure de l'ensemble des alpha θ telle que cette condition-là soit vraie pour un certain t. Okay, je vais écrire ça en 2 étapes. Il existe un t dans I tel que H est tangent à gamma i en gamma t. Et ça, c'est la mesure des alpha θ telle que les deux conditions du bas soient vérifiées pour un certain t. Maintenant, cette condition de « il existe un t tel que ça », c'est exactement dire que alpha, il appartient à l'ensemble des fθ de S, disons, avec S appartient à I et fθ' de S égale 0. Donc ça veut dire que alpha est dans l'ensemble des points critiques de fθ, et votre lemme de Sard vous dit que ça c'est une mesure de Lebesgue nul. Donc encore une fois, à θ fixé, vous allez avoir un ensemble de mesures de Lebesgue nul pour alpha. Et donc ça va être l'intégrale sur la sphère de la mesure de Lebesgue de cet ensemble
fθ de S, sachant que S appartient à I, fθ' de S égale 0. Et ensuite, vous intégrez ça par rapport à dθ. Et ça, bah, c'est 0 par le lemme de Sard. Et donc, vous obtenez bien quelque chose de négligeable à la fin. Ok. Bon, alors, autant le premier cas est relativement bébête, parce que, en un sens, cette relation-là, on sent bien que c'est quelque chose de mesure nulle. Il n'y a pas de problème. Autant là, c'est quand même nettement plus subtil. Parce que si vous regardez pour un t fixé l'ensemble des alpha θ qui vont vérifier ça, bah, c'est clairement de mesure nulle, ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, vous allez faire variété. Et pour le coup, t, il varie dans quelque chose de continu. Donc vous ne pouvez pas juste dire, ok, je prends la réunion et ça va bien se passer. Donc il y a vraiment quelque chose qui est puissant, qui est caché dans ce lemme de ça. Ok. Et où est-ce qu'on en est? Tard. Ok. Alors, maintenant, je vais juste dire un mot sur comment est-ce qu'on passe du cas d'un intervalle compact au cas général. C'est le dernier point. Et ça, pour le coup, c'est vraiment élémentaire par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc, troisièmement, cas général. Ok. Dans le cas général, on suppose plus que notre courbe elle est paramétrée par l'intervalle compact, mais par contre, on peut toujours supposer qu'elle est paramétrée par longueur d'arc. Donc, on suppose toujours Et simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire I comme une union croissante de compacts. On va regarder ce qui se passe sur chacun des compacts et on va passer à la limite. Donc, je ne vais pas prendre N, je vais prendre J. Ou KJ, ça c'est une suite croissante de compacts. Et vous pouvez vérifier deux choses, c'est que la longueur du bout de courbe qui est paramétrée par KJ, quand J tend vers l'infini, il va tendre vers la longueur totale de la courbe. Et si l'hyperplan est fixé, le nombre de points d'intersection de l'hyperplan avec le bout de courbe paramétré par KJ, ça va tendre vers le nombre total de points d'intersection quand J tend vers l'infini. Donc je vais écrire ça juste pour H fixé. Le nombre de points d'intersection entre gamma de KJ et H, ça tend vers le nombre total de points d'intersection. Et en plus en croissant. Et donc en fait, c'est juste encore un coup de limite monotone qui va vous donner le résultat. Et donc si vous regardez l'intégrale du nombre de points d'intersection entre gamma i et h, d mu h, ça va être la limite monotone quand j tend vers plus l'infini de l'intégrale du nombre de points d'intersection avec simplement le bout de courbe paramétré par kj. Donc ça, c'est convergence monotone. En particulier, les deux côtés peuvent être plus l'infini là-dedans. Ça, c'est la limite quand g tend vers plus l'infini de
bah, Cn fois L. Enfin, ok, disons la longueur de gamma de Kj. Ça, c'est par le cas compact qu'on vient de faire juste avant. Et ça, c'est bien Cn fois L. Donc du coup, passer du cas compact au cas général, c'est vraiment pas la partie compliquée du truc. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? On est bon? Bon, alors c'était la partie technique. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Si vous ne l'avez pas digéré du premier coup, bon, c'est assez normal. J'espère juste que vous avez retenu les grandes idées, et puis bon, après, de toute façon, pour les détails, vous pouvez repasser dessus. Okay. Alors, maintenant, on a cette formule de Crofton. À marche dans Rn, où vous regardez l'intersection avec un hyperplan uniforme, mais à marche dans d'autres cas, et je vais donner une variante, c'est la formule de Crofton sphérique. Donc l'idée, c'est que cette fois, on va prendre une courbe paramétrée, mais qui est tracée sur la sphère unité. Et on va essayer de faire la même chose. Alors, il faut voir par quoi est-ce qu'on va remplacer nos hyperplans. Et en fait, vous avez un analogue assez naturel de ce que c'est qu'un hyperplan dans Rn sur la sphère. C'est ce qu'on appelle des équateurs. Donc un équateur, qu'est-ce que c'est? C'est juste, vous allez intersecter la sphère avec un hyperplan vectoriel. Et c'est ça qui va jouer le rôle de nos hyperplans. Et maintenant, comment est-ce qu'on tire un équateur au hasard dans la sphère? En fait, c'est relativement simple. Vous tirez un vecteur au hasard dans la sphère, vous regardez son orthogonale intersectée avec la sphère, ça vous définit un équateur. Et bon, maintenant, vous avez deux vecteurs qui vont définir le même équateur, c'est θ et moins θ. Donc en fait, maintenant, le truc à faire, c'est, comme dans le cas des hyperplans affines, on va dire, d'accord, mais θ, ça va définir un équateur orienté. Et du coup, comme ça, θ et moins θ définiront pas le même. C'est juste un peu une ruse pour pas avoir à considérer un espace quotient. Mais peu importe. Ok. Maintenant, moralement, ce qu'on a, c'est on a la sphère, Sn-1, qui paramètre l'ensemble de nos équateurs orientés par simplement à θ, j'associe l'orthogonale de θ inter la sphère avec la bonne orientation. Et on essaie de faire la même chose que la formule de Crofton, c'est-à-dire on va regarder l'intersection entre cet équateur et notre courbe, on va compter le nombre de points d'intersection, et on va faire la moyenne. Il faut faire la moyenne par rapport à une bonne mesure. Et en l'occurrence, vu que votre ensemble d'équateurs est paramétré par la sphère, vous avez une mesure toute trouvée, c'est la mesure uniforme sur la sphère. Et en plus, cette fois, c'est une mesure de proba. Et il se trouve que vous allez avoir exactement le même genre de résultat. Donc, tout ce que j'ai raconté là, je ne vais pas l'écrire, c'est juste pour vous motiver un peu le lien entre les deux, vous montrer que c'est vraiment le même genre de résultat. Mais au final, l'énoncé qu'on obtient, vous pouvez le formuler sans penser à tout ce que je vous ai raconté sur les équateurs orientés, etc. On peut le formuler de la façon suivante. Donc, théorème, c'est toujours une formule de Crofton. Donc, même chose, je me prends I en intervalle de R. Je me prends une courbe paramétrée. Alors, je vais la définir à valeur dans Rn pour l'instant. Une courbe paramétrée C1 est régulière, au sens où la dérivée n'est jamais nulle, et du coup je vais pouvoir avoir un paramétrage par longueur d'arc. On va supposer
que l'image de la courbe est inclue dans la sphère. Okay. Donc je la prends à valeur dans Rn pour pouvoir dire facilement ce que c'est la dérivée, la régularité, tout ça. Mais après, je suppose que son image est tracée sur la sphère. On note toujours L sa longueur. Et alors, ce que je dis, c'est que si je regarde l'espérance du nombre de points d'intersection entre gamma i et θ orthogonal, ça c'est L sur pi, où θ est une variable uniforme sur la sphère. Alors, un certain nombre de commentaires. Donc vous voyez, ce θ orthogonal, je le pense comme l'équateur orienté qui est défini par θ. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça en tête pour parler de cette chose-là. Aussi, vous remarquez ici que la constante elle est très simple et elle ne dépend pas de la dimension. Alors que dans le cas euclidien, on avait une constante qui était un peu plus compliquée, mais surtout qui dépendait de la dimension. Et surtout, la remarque que je veux faire, c'est que, encore une fois, ici, je fais un abus de notation. Donc, remarque, le cardinal de gamma i inter θ orthogonal, ça c'est toujours un abus de notation. Pour gamma moins 1 de θ orthogonal, le cardinal de cette chose-là. Et cette fois, par contre, vous avez une vraie mesure de proba, donc on peut vraiment écrire espérance de quelque chose. Ok. Alors, la stratégie de preuve de ça, c'est vraiment la même que la preuve de Crofton. Sauf que faut trouver ce que ça va être l'analogue d'un segment. Et en fait, comment est-ce que c'est caractérisé un segment? C'est caractérisé comme étant le plus court chemin entre deux points. Et donc là, vous allez remplacer les segments par le plus court chemin entre deux points sur la sphère, et ça, c'est des arcs de grands cercles. Ce qu'on appelle des géodésiques aussi. Et donc, vous allez faire exactement la même stratégie, sauf qu'au lieu d'approximer votre courbe par une ligne brisée qui est quelque chose d'affine par morceau, vous allez approximer votre courbe par quelque chose qui est géodésique par morceau, donc vous allez avoir des arcs de grands cercles. Donc, idée de la preuve. C'est même chose que dans le calcul euclidien. En remplaçant les segments par des arcs de grands cercles. Alors, je vais être un peu plus précis pour que ce ne soit pas trop vaporeux, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'entends déjà par un arc de grand cercle? Donc, si vous prenez xy dans la sphère, distinct et non antipodaux. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que y, c'est pas plus ou moins x. Alors, vous pouvez regarder Sn-1 inter
le sous-espace vectoriel qui est engendré par... ok. Pardon, je mets la charrue avant les bœufs. Ce que je vais dire, c'est que vec de xy, ça c'est l'unique plan vectoriel qui contient x et y. Et maintenant, si vous regardez Sn-1 inter le vect de xy, ça c'est quelque chose qui est en gros un cercle. Enfin, c'est le cercle unité dans ce plan-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un grand cercle. Et c'est l'unique grand cercle qui contient x et y. Okay. Et maintenant, sur ce cercle, vous avez deux arcs qui joignent x à y. Vu que les points ne sont pas antipodaux, il y en a un qui est plus court que l'autre. Et c'est ça qu'on va appeler la géodésique de x à y. Donc, définition. La géodésique de x à y, c'est le plus court des deux arcs de x à y dans ce cercle. Et en fait, vous avez une façon très simple de le représenter, c'est vous prenez le segment de x à y, il est dans le plan qui vous intéresse, et vous projetez radialement. Et donc, ce que je prétends, c'est que c'est la projection radiale du segment xy, où P, c'est toujours l'application qui va de Rn privé de 0 dans la sphère, et qui a x associe x divisé par sa norme. Donc, je vais vous faire un dessin. Vous avez votre sphère. Vous avez deux points, disons, je vais les prendre sur l'équateur pour simplifier un peu. Donc vous avez ici, c'est 0. Ça, c'est l'espace engendré par x et y. Et la géodésique, c'est ce bout de cercle-là. Et maintenant, si vous regardez en coupe dans le plan XY, donc ce que vous voyez, c'est juste un cercle avec X et Y, 0 qui se trouve là, et vous avez votre segment, donc ça c'est XY, et radialement, c'est bien projeté sur cet arc de cercle. P de XY. Et donc c'est ces géodésiques qui vont remplacer mes segments dans le cas de la formule de Crofton sphérique. Okay. Et donc, j'avais introduit un certain nombre de segments qui correspondaient à l'interpolation sur des points du type IL sur 2 puissance K dans le cas de Rn. Ma courbe elle est toujours dans Rn, donc j'ai toujours ces points-là. Et maintenant, je peux regarder la projection radiale de chacun de ces segments. Et ça me fait une approximation géodésique par morceau de ma courbe. Donc,
on note SKI tilde, ça va être le projeté radial de SKI, et ça c'est la géodésique de gamma I-1 sur 2KL à gamma IL sur 2 puissance K, donc de longueur LKI tilde, et CK tilde, ça va être le projeté radial de CK de longueur, bah, LK tilde qui est la somme des LKI tilde. Et à partir de là, bah, vous faites exactement la même chose. Vous avez des énoncés analogues des lemmes A, B et C dans ce cadre-là, vous les montrez et ça va faire la même preuve. Donc, et donc ça, c'est par les mêmes preuves. Et tout va bien se passer. Alors, il y a juste deux petites remarques. D'une part, pour ce qui est l'équivalent du lemme A, c'est-à-dire montrer que LK tilde tend vers L, en fait, vous pouvez remarquer un truc, c'est que ce dessin-là que j'ai fait, ça vous dit que LKI, qui est la longueur du segment ici, est forcément plus petit que LKI tilde, qui est la longueur de l'arc ici, qui est aussi forcément plus petit que la longueur de la courbe entre les deux points qui sont marqués là. Parce que la géodésique, c'est le plus court chemin entre mes deux points sur la sphère. Donc en fait, bah vous avez forcément que LK tilde, vous pouvez l'encadrer entre d'une part la longueur de la courbe et d'autre part le LK euclidien. Et donc du coup, bah, le lemme A et un petit coup de théorème des gendarmes, ça vous dit que déjà vous avez la convergence des longueurs gratuitement. Bon, ça je ne vais pas l'écrire, c'est une remarque. Et une autre remarque, c'est que si vous voulez prouver l'équivalent du lemme C dans ce cas-là, vous allez avoir un problème parce que le lemme de Sard que je vous ai énoncé, il n'est pas suffisant. Il faut une version plus raffinée du lemme de Sard dans ce cas-là, que je ne vais pas énoncer parce que bon, ça sort du cadre de ce que je peux raconter là. Mais ça va marcher aussi. Donc attention. Pour C, il faut une version raffinée du lemme de Sard. Ok. Et bon, c'est tout ce que je vais raconter là-dessus. En particulier, j'ai pas le temps de vous montrer que la constante, c'est bien 1 sur pi, ce qui est dommage parce qu'il y a un très joli argument géométrique. Mais maintenant, j'ai envie de vous parler de polynômes aléatoires. Et si je veux faire ça avant la fin du cours, il faut qu'on passe à ce morceau-là. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur la version sphérique de la formule de Crofton et le genre d'idée de comment ça se prouve? Oui. Alors oui, en fait, l'idée que tu es en train d'énoncer, c'est l'idée qui est à la base de la théorie des sous-variétés, qui est de dire qu'une hypersurface, localement, ça ressemble à Rn-1. Mais bah, pour faire ça proprement, il faut développer la théorie des sous-variétés, expliquer comment est-ce qu'on fait du calcul différentiel dessus, etc. Mais en un sens, c'est la bonne méthode. Ah, si on a la théorie des sous-variétés derrière, oui, bien sûr, ça va se faire très bien. Ok, où j'en suis avec mes tableaux. On va remonter tout ça et je vais redescendre le 2.
Ok. Alors. Ok. Ok. Alors, on va passer à la dernière partie de ce mini-cours, qui est regarder le nombre de racines réelles d'un polynôme aléatoire. Alors, avec une loi que je vais expliquer, évidemment. Alors, déjà, je vais faire quelques remarques. C'est que pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au nombre de racines réelles? C'est simplement que si vous regardez les racines complexes d'un polynôme, que vous le choisissiez à coefficient réel ou complexe, la probabilité qu'il ait une racine, enfin le fait qu'il ait une racine double, ça, c'est quelque chose qui en fait se décrit par le fait qu'une certaine équation polynomiale en les coefficients s'annule. Donc les polynômes qui ont une racine multiple, dans l'espace vectoriel des polynômes, c'est une hypersurface algébrique. En particulier, c'est un fermé d'intérieur vide. Ça vous dit que si vous prenez une mesure raisonnable, disons à densité par rapport à Lebesgue, dans votre espace de polynômes, presque sûrement, le nombre de racines complexes d'un polynôme de degré d, ça va être d. Donc s'intéresser à la loi de ce truc-là, c'est pas très intéressant, c'est déterministe. Ok. Donc maintenant, on ne va pas s'intéresser aux racines complexes, on va s'intéresser aux racines réelles. Ça semble plus raisonnable, parce que là, au moins, on va avoir quelque chose de non trivial. Et pour ça, il faut supposer le polynôme à coefficient réel, parce que si vous prenez un polynôme à coefficient complexe, leurs racines, a priori, elles vont être complexes. Encore une fois, l'ensemble des polynômes qui ont une racine réelle, si vos polynômes sont à coefficient complexe, c'est un fermé d'intérieur vide. Donc pareil, vous n'allez pas le voir du point de vue mesure pour les mesures de proba qu'on a envie de mettre en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux racines réelles de polynômes à coefficient réel. Et donc ça c'est le grand 6. C'est racine de polynôme aléatoire. Et je vais parler de deux types de polynômes aléatoires. Les deux, ça va être des polynômes à coefficient gaussien centrés, indépendants, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Et le premier modèle, c'est le modèle de Katz. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte aux années 40. Et c'est essentiellement le polynôme aléatoire que vous définiriez si jamais on vous demandait de définir un polynôme aléatoire. Donc définition. Un polynôme de Katz de degré d c'est un polynôme aléatoire P dans RD crochet X de la forme P, ça va être la somme des AI xi, i allant de 0 à d, où les coefficients sont des gaussiennes centrées réduites indépendantes. Bon, et pourquoi est-ce qu'on appelle ça polynôme de Katz alors que essentiellement votre grand-mère pourrait penser à définir ce modèle de polynôme-là? C'est parce que Katz, il n'a pas fait que définir ce type de polynôme, il a montré quelque chose dessus. Vas-y, donc théorème. C'est un théorème qui date de 43, ça. Donc ça commence à être des maths un peu plus récentes que ce que vous voyez d'habitude, je pense. Et ce qu'il montre, c'est la chose suivante, c'est soit P
un polynôme de Katz de degré d pour tout intervalle I de R. Vous regardez le nombre de racines de votre polynôme inter I. Vous faites la moyenne de ça. Eh bien, ça, c'est l'intégrale sur I d'une certaine fonction ρ d de t dt, où la fonction elle est donnée par la formule suivante. C'est la fonction qui à t va associer 1 sur pi suivi d'une formule atroce. La formule atroce étant 1 sur 1 moins t carré au carré moins d plus 1 t à la puissance de d, c'est ça, sur 1 moins t à la puissance de d plus 2, le tout au carré. Bon, ok. Évidemment, on ne va pas s'intéresser aux détails de ce qui est là-dedans, hein. C'est juste, il y a une formule explicite. L'important, c'est de dire, si je regarde le nombre moyen de racines dans un certain intervalle, c'est donné par l'intégrale d'une certaine fonction déterministe. Okay. Et corollaire de ça, qui est sans doute plus intelligible que le théorème, c'est que si vous regardez le nombre total de racines, donc ça c'est l'intégrale de ρ d sur tout R, hein. Ça c'est équivalent quand d tend vers plus l'infini à 2 sur pi log de d. Ouais. P, c'est un vecteur aléatoire dans l'espace des polynômes, et sa loi est décrite par la loi de ses coefficients. Une autre façon de dire ça, c'est je peux choisir un vecteur gaussien qui est formé en prenant des variables aléatoires indépendantes n01, et je peux l'envoyer dans l'espace des polynômes par l'isomorphisme à un certain vecteur de Rd plus 1, j'envoie le polynôme qui a les bons coefficients. Non, les AI sont aléatoires. Ok. Si j'ai un polynôme déterministe, je peux regarder ses racines. Ok, je peux les compter, il y en a un certain nombre. Maintenant, si mon polynôme est aléatoire, bah, quand je fais un tirage, je vais avoir un ensemble de racines qui est une variable aléatoire à valeur dans les sous-ensembles de cardinal O plus D de R, et je peux compter son cardinal qui est une variable aléatoire à valeur dans les entiers de 0 à D. Ouais. Ouais, mais quand je dis un polynôme de Katz, pour moi c'est vraiment un polynôme aléatoire. Donc c'est une variable aléatoire à valeur dans l'espace des polynômes. Non. Non, non. Encore une fois, ta racine, c'est un ensemble qui est aléatoire. Mais de la même façon que quand tu penses à, je sais pas, un nombre aléatoire entre 0 et 1 qui est tiré selon la mesure de Lebesgue, bah, c'est pas un nombre auquel tu peux penser, quoi. Oui. Oui. Alors, c'est continu, sauf à l'endroit où il y a des racines multiples. Et donc, du coup, il faut que je retire un ensemble de mesures nulles qui est l'ensemble des polynômes où il y a une racine multiple. Et en dehors de cet ensemble de mesures nulles, je peux suivre les racines continuellement. Donc, on a vraiment une fonction continue des racines. Et en particulier, on va avoir de la mesurabilité. Donc, ce truc-là a vraiment un sens en termes de théorie de la mesure. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la nature de tout ça? Non? Ok. Alors,
Bon, ça évidemment, on va pas le montrer parce que c'est juste bah, faire l'asymptotique de cette chose-là. Bon, c'est un calcul, c'est pas très intéressant, donc comme tous les calculs pas intéressants, vous pourrez le faire en exercice. Ok. Et en particulier, ça vous dit que bah, si vous choisissez votre polynôme selon ce modèle et que vous regardez son nombre de racines, bah, en moyenne, vous allez obtenir log de d, donc log du degré, ce qui est vraiment pas beaucoup en fait, parce que vous avez toujours des racines complexes. En fait, vous pouvez dire un peu plus que ça. Donc, je vais vous tracer quand même le graphe de à quoi ressemble ρd. Donc, si vous voulez regarder ρd, ça vous fait quelque chose comme ça. Donc là, vous avez 0. C'est une fonction de t carré, donc en fait, c'est symétrique par rapport à l'origine. Et vous avez un pôle en 1, un pôle en moins 1. En 0, ça vaut 1, et votre graphe fait quelque chose comme ça. Okay. Et ça, en un sens, l'allure de cette fonction, ça vous dit, en moyenne, bon, il y a moyen de rendre ça précis, mais on ne va pas aller trop dans les détails, mais ça vous dit qu'en moyenne, les racines de votre polynôme aléatoire vont se répartir en suivant cette répartition-là dans R. Donc si vous voulez dire ça, donc là c'est le graphe de ρd. Et en fait, il y a un truc qui est rigolo à voir, c'est que si vous regardez ρd fois dt que je normalise par la masse totale, donc je fais ça juste pour avoir quelque chose qui est de masse 1 tout le temps et que ce soit une mesure de probabilité sur R. Et cette mesure de probabilité, vous pouvez y penser comme la mesure qui vous donne la répartition dans R des racines de votre polynôme aléatoire. Ça converge quand d tend vers plus l'infini, en loi, vers le Dirac en moins 1 plus le Dirac en 1, normalisé par 1,5 pour que ce soit une mesure de proba. Et une façon d'interpréter ce résultat, c'est de dire que bah, quand le degré tend vers l'infini, non seulement vous allez avoir log d racines, à peu près, mais en plus ces racines, en proportion, elles vont se concentrer autour de 1 et de moins 1. Voilà. Bon, alors tout ça, c'est des choses qu'on peut faire en étudiant essentiellement la tête de cette fonction-là. On ne va pas rentrer dans les détails, et je vais vous expliquer le lien entre ça et la formule de Crofton. Hop. Pardon ? Ouais, c'est pas relié. C'est pas relié. Bah, en fait, si tu multiplies toutes les variances par la même constante, bah, en gros, tu es en train de dire j'ai juste dilaté mon espace, mais vu que les racines, c'est invariant par dilatation, en fait, ça ne va pas avoir d'influence. Si vous multipliez toutes les variances par la même chose, vous allez obtenir exactement le même résultat. Parce que simplement, le nombre de racines du polynôme P et du polynôme alpha fois P, c'est le même. En gros, ce qui n'est pas important, c'est la mesure sur l'espace des polynômes, mais c'est la mesure que ça induit sur la sphère de l'espace des polynômes, qui est ce qui va déterminer complètement le nombre de racines. Hop. Ta variété algébrique, elle est paramétrée par le projectif de l'espace des polynômes. Oubliez cette phrase. Au moins pour quelques mois. Hop. Hop là. Ok. Et donc, là, c'est le moment où je vous explique quel est le lien entre ce résultat et ce qu'on a fait avant.
Donc, preuve du théorème de Katz. Alors en fait, la preuve que je vais vous présenter, ce n'est pas la preuve originale de Katz. C'est une preuve alternative qui a été donnée par Edelman et Koslan. Donc c'est quelque chose qui date de 95, c'est beaucoup plus récent. Et c'est dans un article qui est vraiment très élémentaire et que vous pouvez les regarder si vous voulez. Vous retrouverez des éléments de ce que j'ai raconté et c'est raisonnablement accessible. Donc ça c'est la version de Edelman et Koslan. « 1995 et l'article s'appelle How many zeros of a random polynomial are real? Ok. J'éparpille mes feuilles de notes un peu partout. C'est pas très pratique. Ok. Alors, faisons cette preuve. Pour l'instant, je vais me prendre un polynôme déterministe. Donc, comme ça, on va pouvoir raisonner sur son ensemble de racines sans s'embêter. Et je vais le supposer non nul. De toute façon, 0, c'est une mesure nulle pour la gaussienne. Okay. Donc P, c'est la somme des AIXI. Pour l'instant, tout est déterministe. Je vais noter A, c'est le vecteur des coefficients. Donc c'est A0 jusqu'à AD, qui est dans RD plus 1. Ça, c'est une première chose dont je vais avoir besoin. Et une deuxième chose dont je vais avoir besoin, c'est ce qu'on appelle la courbe des moments. Donc c'est une courbe paramétrée, ça va de R dans RD plus 1. Et à t, ça associe la fonction suivante, 1, t, t carré, etc., t puissance d. C'est ce qu'on appelle la courbe des moments. Très bien. Maintenant, pour tout t, dans R, qu'est-ce que ça veut dire que P est une racine que T est une racine de P? Ça, c'est la même chose que de dire que, ok, somme des AI TI pour I allant de 0 à D égale 0. Mais ça, c'est la même chose que de dire que le vecteur A scalaire, le vecteur MT, c'est 0. Maintenant, A, je l'ai supposé non nul. Donc là-dedans, je peux normaliser. Et M de T, c'est toujours non nul parce que la première composante, c'est toujours 1. Donc je peux normaliser aussi. Donc c'est la même chose que de dire que A sur A en norme fois MT sur MT en norme, ça c'est 0. Ça c'est ce que je vais noter gamma T. C'est une définition. Et ça c'est ce que je vais noter θ. C'est aussi une définition. Okay. Ok. Bon, ça c'est déterministe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je remplace mes coefficients AI par des coefficients aléatoires? Bon, tout ça, ça va encore être vrai. Et donc, si je regarde l'espérance du nombre de racines, c'est-à-dire le nombre de t tel que P de t égale 0. Donc, ok, maintenant,
ID. Bah ça, c'est l'espérance du cardinal de l'ensemble des t tel que θ scalaire gamma t égale 0. Ce que je peux aussi réécrire comme étant l'espérance du cardinal de gamma de R que j'intersecte. Ah oui, alors si je les prends dans I, comme ça, ça va être gamma de I, inter θ orthogonal. Mais si A, c'est une variable gaussienne, bah, θ, c'est la projection sur la sphère de ma variable gaussienne. Et on a dit au début que la projection d'une gaussienne sur la sphère, c'était exactement une variable uniforme sur la sphère. Donc θ, ici, c'est une variable uniforme sur la sphère. Donc, ok, si vous prenez des composantes qui sont toutes gaussiennes, centrées réduites, indépendantes, ça veut dire que le vecteur que vous prenez, que vous formez en les accolant, c'est une gaussienne standard dans RD plus 1. Ça, c'est uniforme dans SD. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ouais. Ok. Bah maintenant, vous avez votre formule de Crofton qui vous dit que ça, c'est exactement la longueur de la courbe gamma t, paramétrée par l'intervalle i, fois 1 sur pi. Donc, par la formule de Crofton sphérique, l'espérance du cardinal de P-1 de 0 inter i. Et d'ailleurs, vous pourrez vérifier que ce qui est important, c'est bien l'intersection avec le paramétrage et pas avec l'image, dans ce qu'on a écrit. Ça, c'est égal à 1 sur pi fois la longueur de la courbe paramétrée gamma, fois l'intégrale sur i de Et maintenant, il reste à calculer ce que c'est que la norme de gamma prime de t. Et donc, pour conclure, il faut montrer que pour tout t, dans R, la norme de gamma prime de t, disons au carré, donc dans la formule que j'ai donnée là-haut, vous avez le 1 sur pi qui est déjà pris en compte. Si je mets au carré, vous n'avez plus la racine. Et donc, vous voulez que ça, ce soit 1 sur 1 moins t carré au carré, moins d plus 1 t à la puissance 2d sur 1 moins t de d plus 2, le tout au carré. Et ça, évidemment, c'est un exercice. C'est un calcul. Vous savez faire des calculs tout seul. Et voilà. Et ça, ça vous prouve le théorème et ça vous calcule le nombre moyen de racines réelles d'un polynôme qui est tiré selon cette loi de Katz. Alors, j'avais prévu de vous parler d'un autre modèle de polynôme juste après, mais bon, il est déjà midi et demi. Je crois qu'on a déjà bien travaillé, donc on va s'arrêter là. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, et sinon, je vous libère.
Intuitif, je sais pas, mais en fait, on peut le voir sur un dessin. Donc je peux faire le dessin si ça t'aide. Ça fait partie des trucs que j'avais un peu prévu d'expliquer. Mais donc l'idée, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe juste sur un arc de cercle. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est faut juste regarder ce qui se passe dans le cas où la courbe gamma qu'on regarde, c'est une courbe qui est tracée ici sur l'équateur. Ok? Et ce que je veux regarder, c'est la mesure des θ qui sont orthogonales à l'un des points de cette courbe. Donc si je prends gamma t, ici, je peux regarder le grand cercle qui est orthogonal à gamma t, donc ça c'est gamma t orthogonal. Et ce qui m'intéresse, c'est la proba de l'union des gamma t orthogonaux. C'est ce truc-là. Okay. Maintenant, si je fais un dessin de la même chose, mais vu du dessus. Donc je vais faire un dessin du dessus. Il faut que je reprenne les mêmes couleurs. Donc là, il y a gamma. Et maintenant, il faut comprendre comment est-ce que varie ce grand cercle sur la sphère quand on fait varier le paramètre. Et essentiellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le grand cercle qui est déterminé par ce point-là. Donc là, je suis en train de regarder ce qui se passe depuis le dessus de la sphère. Donc vous allez avoir un grand cercle comme ça. Donc ça, c'est gamma T0 perp. Et vous avez le grand cercle qui est déterminé par ça, qui lui, mon dessin est pourri, qui lui va arriver de quelque part par là. Donc ça, c'est les deux grands cercles limites. En gros, ici, quand mon point bouge, le cercle qui est là va bouger. Et du dessus, ça veut dire que on va parcourir toute cette aire-là de la sphère. Ok ? Et donc, ce qui m'intéresse dans cette proba, c'est la proportion de la sphère que je vois là. Et la proportion de la sphère que je vois là, en fait, ça va être exactement le rapport entre... Donc la proportion de la sphère que je vois, c'est le rapport entre la longueur de l'équateur et la longueur de l'intersection entre cette portion de sphère et l'équateur. Mais ici, si la longueur que vous avez, c'est L, là vous avez L et là vous avez L. Et donc ce que je prétends, c'est que ça doit être égal à 2L, qui est la longueur de ces deux bouts de courbe ici, enfin de l'équateur intersecté avec cette portion de sphère, divisé par 2π, qui est la longueur totale du cercle dans le plan horizontal. Et essentiellement, là, vous avez le calcul et ça vous dit que ça ne dépend pas de la dimension. Voilà. Je ne sais pas si c'est intuitif, mais en tout cas, ça se voit sur un dessin.